ici et ailleurs, il revient ultimement aux universitaires de défendre l'université. Ça, personne ne le fera à leur place. Je prendrai un exemple récent. Il y a quelques semaines au Québec, il y a eu un nouveau gouvernement et un nouveau responsable de l'enseignement supérieur qui a eu des différentes interprétations de l'approche apportée aux questions budgétaires. Mais les recteurs, la conférence des recteurs, c'est presque... il y avait une contradiction assez flagrante par médias interposés sur l'interprétation, n'est-ce pas, de la démarche du ministre, n'est-ce pas. Les recteurs avaient pratiquement menacé de boycotter, n'est-ce pas, l'option fiscale que proposait le nouveau ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui estimait qu'il allait opérer des coupes qui avaient été prévues. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il revient aux universitaires de défendre l'université. Je n'ai pas l'information, je ne l'ai pas suivi depuis mon arrivée ici. Ce que je voulais relever, c'est qu'il revient aux universitaires de défendre l'université. Pour ce que j'ai pu voir ici et ailleurs, la vocation presque naturelle, n'est-ce pas, des pouvoirs publics est de financer, mais aussi dans un sens de contrôler. Mais il revient aux universitaires de défendre l'université. S'ils ne le font pas, personne ne le fera pour eux. Vous avez l'impression que sur ce terrain-là, sur ce champ-là, vos collègues, ils défendent l'université? Écoutez, tout dépend de qui vous rencontrez, mais je sais que pour ceux que j'ai pu voir, ils sont assez actifs, ils croient en leur travail, ils pourraient certainement proposer d'autres modèles. Je suis sûr qu'ils en proposent. Maintenant, la question est de savoir ce que deviennent ces modèles-là. Parce que je pense que des réflexions sont certainement menées ici et là sur l'université camerounaise. Des réflexions sont menées ici et là sur l'université sénégalaise. La question est de savoir, n'est-ce pas, que deviennent ce qui est proposé, aussi bien pour l'université que pour tous les autres aspects de la vie sociale. Est-ce que le mot débrouillardise serait un mot, est-ce qu'il relèverait d'une hyperbole si l'on voulait caractériser le mode de fonctionnement des universités de l'enseignement public au Cameroun? Non, je crois que vous êtes trop sévère, M. Zinga, soyons sérieux. Vous ne faites pas, je pense que vous devrez être un peu plus, pas généreux, mais reconnaître ce qui se fait ici. Alors, ce qui se fait, c'est quoi? Je sais que, je vous le dis, vous avez un carnet d'adresses très très fourni. Nous avons sur place, je ne vais pas les nommer, des collègues qui font de très très bonnes recherches, qui sont respectés. Qui sont marginaux aussi. C'est pas la masse. C'est pas important. Je pense que l'universitaire n'a pas nécessairement vocation à être populaire, n'est-ce pas? Non, je veux dire en termes de proportion et d'effectifs, les recherches les plus pointues, est-ce qu'elles sont les plus nombreuses aussi? Encore une fois, si je prends le champ qui est le mien, à savoir les littératures africaines, vous convenez avec moi quand même que c'est un champ où les signatures les plus autorisées, pendant de nombreuses années, venaient du Cameroun. Vous voyez de oui, on a vu certains de vos enseignants, on a vu les Mélonais, on a vu quelques autres, etc. Bien sûr, d'accord. Ils se donnent légion. Lorsque vous allez au Brésil ou en Argentine, et quelqu'un vous dit que le seul universitaire, le seul philosophe africain qu'il connaît, c'est Fabien Boussi-Boulaga, vous frémissez. Il n'est pas quand même le produit de l'université centrafricaine, vous voyez. Donc, je ne vais pas citer d'autres exemples, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des collègues sur place, en droit, en sociologie, en anthropologie, j'en connais, qui font du très très bon travail. Mais je ne suis pas sûr que je serais honnête envers moi et envers vos auditeurs en disant que tous travaillent au même rythme. Les collègues offrent ce qu'ils peuvent offrir et je ne pense pas que ce serait juste de leur faire un procès. Alors les pouvoirs publics soulignent depuis de nombreuses années un certain nombre d'actions qui pourraient relever de ce qu'on considère comme des avancées. Leur option a poussé plus avant encore ce qu'on appelle la professionnalisation des enseignements et même à les rendre plus compétitifs. Les mêmes pouvoirs publics relèvent la création d'un compte d'affectation spéciale pour soutenir la recherche, etc., etc. Du Canada où vous êtes, est-ce que vous avez les échos de ces actions? Oui, tout à fait. Je parle avec des collègues assez régulièrement. C'est des actions qui sont très, très utiles. Et de toute manière, aussi bien pour l'université que pour tous les autres secteurs de la vie sociale et professionnelle, chaque contribution est utile. Ce que je dois relever, vu mon expérience d'ailleurs, c'est que il faudrait peut-être que l'université publique pense qu'on peut aller explorer d'autres pistes
pour pouvoir aider à son financement. La France l'a compris. Sous Sarkozy, je ne sais pas ce que cela deviendra, mais il faudrait peut-être penser à varier, n'est-ce pas, parce qu'il existe des partenariats qui sont révélés très, très utiles sous d'autres cieux. Donc, il faudrait peut-être voir de ce côté-là aussi. Et quand vous arrivez sur les campus, vous vous rendez compte que cette professionnalisation, elle a de beaux jours devant elle ou elle a quelques acquis? Bon, écoutez, M. Zinga, je ne peux pas lire l'avenir, je n'ai pas ce talent-là. Alors les acquis au moins, il y en a? Mais il y en a certainement. Mais la question est de savoir si, comment est-ce qu'on évalue ces acquis, quelle est leur proportion. Mais j'ai pu voir des étudiants qui sont très très bien formés. J'ai rencontré des étudiants formés à l'ESTIC en documentation. J'ai rencontré des jeunes journalistes qui semblent savoir de quoi ils parlent, n'est-ce pas? J'ai rencontré hier encore des étudiants en cinéma qui m'ont édifié. Donc des choses se font. Elles peuvent se faire mieux, elles peuvent se faire différemment, mais je pense que des choses se font, certainement comme ici, comme ailleurs, comme je vous le dis. Alors, des rapports entre savoirs et pouvoirs, je souhaite qu'on en reste à deux repères intéressants qui pourraient se révéler intéressants. Le premier relatif à la réappropriation par les politiques de savoirs qui sont produits au niveau des universités. Est-ce que de ce point de vue, vous avez l'impression que les gouvernants sont attentifs à ces savoirs produits? Merci pour la question. Je vais relever que ce n'est pas une question, elle n'est pas circonscrite au Cameroun. Pour le cas du Canada, par exemple, que je connais mieux parce que j'y fonctionne, non seulement l'État, mais le privé, n'est-ce pas, accompagne la production du savoir. Il y a un conseil de recherche qui finance, n'est-ce pas, des projets de recherche, dont il est d'ailleurs dans l'intérêt des pouvoirs publics, n'est-ce pas, d'accompagner les chercheurs dans leur démarche, de financer ce savoir-là. Parce que, ultimement, n'est-ce pas, le savoir devient bénéfique à la société, n'est-ce pas, qui le produit. Mais nous sommes dans un contexte, souvent, où le savoir, au mieux, inspire de la méfiance. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, je n'allais pas dire que le savoir fait peur. Lorsqu'il y a des questions sur lesquelles on aimerait réfléchir, parfois on se tourne vers les hommes politiques. Je n'ai rien à cela, contre cela. Mais ailleurs, c'est d'abord les experts en la discipline qu'on consulte. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait, parce que les ressources sont énormes. D'ailleurs, vous savez certainement comme moi que beaucoup de collègues sur place qui ne sont pas consultés par les autorités de leur pays offrent leurs services ailleurs. Ce qui est regrettable. Tout dépend de la perspective. Mais ils auraient bien souhaité pouvoir l'offrir aux leurs. S'ils avaient été sollicités. Mais certainement, ils le feraient. Alors, ces dernières années, on a remarqué que le président Paul Biya s'est entouré d'un certain nombre d'universitaires, de renom pour certains. On pourrait citer les politologues Luc Sinjoun et Narcisse Moëlle Kombi, tous deux qui sont conseillers spéciaux à la présidente de la République. On pourrait citer l'économiste Séraphin Magloire Fouda, qui est ministre secrétaire général adjoint à la présidente de la République. On pourrait revenir au niveau du Premier ministre et retrouver un économiste connu comme le professeur Tounamama, etc. Et bien avant eux, on a connu Georges Ngango, l'économiste, on a connu même Ebenezer Njomwele, on a connu Jacques Famdongo, l'inclassable, on a connu le politologue Augustin Konchoukomeni. C'est quoi ces évocations? Est-ce que ces noms, ces références, à tout le moins universitaires, évoquent quelque chose pour vous? Bon, écoutez, oui, certainement. C'est des gens que j'ai écoutés, que je n'ai pas côtoyés. C'est des personnes qui sont chacune à leur niveau spécialisées dans leur discipline. Mais pour la plupart, du moins de ce que vous avez cité, je n'ai pas les moyens d'évaluer ce qu'ils font. Sauf pour le professeur Famendongo qui est de la même discipline que moi. J'ai lu ses travaux, mais pour les autres, je les observe comme tout citoyen, et puis c'est tout. Vous savez certainement que le rapport entre l'intellect et le pouvoir n'est pas récent, il date depuis longtemps et ce n'est pas spécifique au Cameroun. On le voit ailleurs, on le voit en France, n'est-ce pas? On le voit partout, de toute façon, non, ce n'est pas spécifique au Cameroun. Je crois que la véritable question est de savoir quel est le fruit que produit cette rencontre entre le savoir et le pouvoir. Et c'était le sens de ma question.
Bon, écoutez, vous avez peut-être la réponse à la question, à vous voir sourire, n'est-ce pas? Non, le sourire n'est pas indicateur de ce que j'ai la réponse, mais vous, comment vous percevez ça? Ben, percevoir... Est-ce que c'est un indicateur pertinent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une sollicitation pertinente de l'expertise qui est disponible sur la place camerounaise par les gouvernants? Je ne peux pas parler à la place des gouvernants, je me tromperais lourdement. Mais ce que je peux dire, ce qui est vrai pour le Cameroun et ailleurs, c'est que le politique ne peut pas ne pas valoriser le savoir. Tout dépend de ce qu'il en fait. On est là dans une espèce d'hypothèse d'école. Est-ce que dans les faits, est-ce que concrètement au Cameroun, est-ce que vous percevez, vous sentez que cette sollicitation des savoirs par les pouvoirs est une sollicitation qui fait date, qui fait sens? Elle n'est pas nouvelle. Elle fait certainement sens. Parce qu'à mon sens, comme je vous l'ai dit, le pouvoir ne peut pas ne pas solliciter le savoir. Le savoir mérite d'être valorisé. Mais surtout, il faudrait donner une conséquence, donner une suite à ce savoir-là. C'est pour ça que ceux qui côtoient les pouvoirs ici et ailleurs devraient s'interroger sur ce qu'on pourrait considérer comme leur héritage. Donc, cela fait du sens. Parce que l'État, au Cameroun et ailleurs, doit faire appel aux compétences dont il a besoin. Et ces compétences, n'est-ce pas, sont idéalement perçues, sont recyclées à travers, sont représentées, n'est-ce pas, sont portées par des personnes qui ont une formation précise. La question c'est où est-ce que nous en sommes? Et donc vous refusez à la fois de répondre à cette question, mais je le noterai comme ça. Est-ce que vous êtes quand même sensible? Est-ce que vous êtes, comment dirais-je, est-ce que vous êtes impassible à ce qui à une certaine opinion qui semble encore en redemander, qui s'interroge sur les résultats concrets de cette sollicitation, de cet accompagnement des pouvoirs publics par les savoirs, par les détenteurs de savoir? Ben, écoutez, vous avez répondu à la question. Je ne sais pas si vous avez une réponse précise que vous attendiez, M. Zinga. Mais non, je vois que vous avez fait une très bonne construction de syllogisme, mais on n'a pas la conclusion. Non, je n'ai pas de conclusion à vous donner. Ce que je relève, n'est-ce pas? Et je le dis, c'est vrai ici et ailleurs, les pouvoirs publics de tout temps ont approché des universitaires. On l'a vu dans tous les régimes, ici et c'est pour ça que la question est de savoir, est-ce que vous percevez comme d'autres qu'il y ait une demande d'un impact, d'un plus grand impact de cette collusion entre guillemets, entre pouvoir et savoir? La question, je suis d'accord, je m'interroge également. Mais la question, nous n'avons pas, du moins je n'ai pas la preuve ou le sentiment, nous n'avons pas l'évidence que, je formulerai autrement, est-ce que la mise en place de ces impacts, n'est-ce pas, de ces résultats dépendrait de ces universitaires, eux? C'est-à-dire que si un politologue, si un sociologue fait des formulations précises, des recommandations, est-ce que, comme on dit à la fin de la journée, à la suite, la mise en œuvre de ces recommandations dépend du politologue?